Bonjour à tous, il est 14 heures, donc l'heure de débuter notre webinaire consacré au dispositif de mise en œuvre du plan de relance automobile. Je suis Marc Charlet, je suis le directeur général de Moveo, un des 4 pôles automobile et mobilité français, et c'est avec plaisir que je vous accueille pour ce webinaire en partenariat avec la PFA. Nous avons ancré ce webinaire dans nos habitudes depuis le début de la crise. Il nous semble important de vous informer régulièrement des dispositifs mis en œuvre et de leurs avancées et surtout des perspectives qui s'offrent à nous dans le cadre de la crise que nous traversons. Donc merci d'être présent. Je vous rappelle quelques règles pour que le webinaire se passe dans les meilleures conditions. Première règle, merci de couper votre caméra pendant toute l'intervention. Je demanderai juste aux intervenants de la PFA d'allumer leur caméra pour que vous puissiez les voir en direct. Mais merci à tous les participants donc de ne pas utiliser votre caméra pour fluidifier la transmission. Également, concernant le micro, je vous demande de ne pas utiliser vos micros. Vérifiez bien que celui-ci est coupé. Nous n'utiliserons pas les micros et vous n'aurez pas la possibilité de poser vos questions par oral, étant donné qu'on est très nombreux, vous êtes une centaine d'inscrits. Donc, ce qu'on va privilégier, c'est le fait de poser des questions via le chat. Donc, vous avez un petit logo qui vous permet de lancer des questions, des conversations en ligne. Et je modérerai ce chat et j'essaierai donc de transmettre vos questions une fois que je les aurai regroupées aux intervenants. Donc voilà, merci de respecter ces règles. Et autre point important que je souhaite souligner, c'est que ce webinaire est enregistré, puisqu'il sera ensuite mis en ligne sur le site de la PFA et des pôles en replay. Donc vous avez toutes les infos. Donc, voici l'agenda de ce début d'après-midi jusqu'à 15 heures. Donc Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, nous fera une introduction sur le contexte général de la filière et puis sur les premiers effets des mesures de soutien et des perspectives. C'est lui qui prendra le relais ensuite à la place de Pete Hamlot qui a dû s'absenter. Et donc Marc présentera également tout ce qui est modernisation et accompagnement. Ensuite, Emmanuelle Pérez, la directrice générale adjointe de la PFA en charge des compétences, de l'emploi et de la formation, nous fera un point de situation sur tout ce qui concerne les compétences et emplois. Et nous terminerons avec Jean-Luc Brossard sur la feuille de route technologique. Et puis donc, c'est moi qui animerai le webinaire jusqu'à 15 heures. Je vous proposerai de prendre les questions à la fin de chaque intervention, comme ça on aura des questions ciblées en fonction des 3 thématiques. La thématique modernisation, compétitivité, la thématique compétences et emploi et la thématique feuille de route technologique qu'on traitera donc séparément. Avant de laisser la parole à Marc Mortureux de la PFA, juste un petit mot sur les pôles de compétitivité. Beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais c'est important de rappeler que nous sommes vraiment la force de la filière en région. Nous sommes coordonnés tous les 4 et on se rencontre très régulièrement. Et on est vraiment là à votre service. On est là au service des territoires, au service des entreprises qui sont présentes dans ces territoires. On anime donc cette filière en région. On accompagne vos projets d'innovation et de performance industrielle. Donc on est des acteurs privilégiés pour vous accompagner, notamment dans le cadre des dispositifs du plan de relance. On propose aussi des services dédiés qui vous permettent de booster votre croissance et on accompagne à l'Europe et à l'international. C'est une des missions des pôles de compétitivité dans le cadre de cette nouvelle phase qu'on a démarrée en 2019, c'est cet accompagnement à l'Europe. Donc même dans le cadre de cette crise qu'on traverse, n'oubliez pas les dispositifs européens qui peuvent aussi être des très bons leviers de croissance et pour booster votre entreprise. Et enfin, on contribue aussi à l'élaboration de nouvelles formations en lien avec l'axe stratégique de la PFA sur l'emploi et les compétences. Voilà pour cette petite introduction et du coup je laisse tout de suite la parole à Marc Mortureux, le directeur général de la PFA, pour nous faire un petit point de contexte et perspective concernant notre filière. Marc, c'est à toi. Merci beaucoup Marc, bonjour à tous et à toutes, ravi d'avoir l'occasion
de rééchanger avec vous et l'équipe de la PFA. Hein. Je pense que c'est effectivement, merci d'avoir organisé ce webinaire, c'est toujours utile. Bon, je vais essayer d'être assez court hein, pour qu'on ait un petit peu d'échange. C'est toujours intéressant aussi pour nous d'avoir vos retours, vos questionnements, et on est vraiment à votre service avec les pôles et Aria pour vous aider. Je commencerai peut-être juste 2 mots, c'est un peu l'actualité. On a eu les chiffres du marché européen donc à fin août. Hein, sur 8 mois, donc il y a eu sur le marché européen une vente de 6,12 millions de véhicules particuliers en Europe. C'est 2,9 millions de moins qu'à la même époque en 2019. Hein. Donc c'est globalement une baisse de 32% hein, depuis le 1er janvier par rapport à l'année dernière à la même période. La prévision au niveau de l'Europe, hein, c'est globalement moins 25%, hein, c'est-à-dire à peu près ce qu'on s'était dit déjà depuis un certain temps. Moins 25%, c'est absolument considérable. Hein, on revient à plus de 40 ans en arrière hein, quant au niveau hein, de vente de véhicules en Europe, sachant qu'il y a quand même des disparités qui sont assez importantes d'un pays à l'autre. Hein, les 2 pays qui ont le plus reculé, c'est l'Espagne, hein, à ce stade 40,6%, et l'Italie 38,9%. Et à l'inverse, l'Allemagne est un peu mieux que la moyenne à 29%. Ça, donc, c'est au niveau de l'Europe. Au niveau français, je rappelle, hein, à fin mai, on était un des pays les plus touchés. Hein, on était à moins 48%. Les mesures du plan de soutien hein, qui ont été mises en place à partir du mois de juin, on a eu juin et juillet, je rappelle, qui étaient légèrement positifs par rapport au même mois l'année d'avant. Le mois d'août en France a été en retrait hein, de l'ordre de 19%, mais c'est un petit mois et il y avait quand même un contexte d'une comparaison par rapport à 2019 où il y avait une échéance réglementaire au 1er septembre qui avait boosté en fait les immatriculations en fin de mois d'août. Donc globalement, le plan de soutien qui, par rapport aux mesures de stimulation de la demande au travers de la prime à la conversion a bien fonctionné. Hein, je rappelle que les 200 000 véhicules hein, qui étaient élus hein, dans le cadre de cette prime à la conversion sont partis vite. Hein, juin, juillet, ça s'est fini le 3 août. Et globalement, ça permet aujourd'hui, à fin août, d'avoir ramené le marché français à peu près dans la moyenne européenne, à peu près du moins 32%. Et donc voilà, on est à peu près dans cette moyenne, donc nettement mieux que l'Espagne et que l'Italie, par contre un petit peu moins bien que l'Allemagne, mais le gap était très important avec l'Allemagne et il s'est quand même en partie réduit. Les échos que nous avons, mais vous pourrez nous dire aussi si vous partagez la même chose, c'est des carnets de commandes qui sont plutôt pas mauvais en cette rentrée. On estime que le taux d'activité est de l'ordre de 90% en moyenne, donc certains sont vraiment pas loin du 100%, d'autres un petit peu en retrait, mais globalement les échos que nous avons, c'est des perspectives pour les 2 mois à venir, en tout cas septembre-octobre, qui paraissent plutôt meilleures que ce que beaucoup d'entreprises craignaient au mois de juin dernier. Ça ne veut pas dire que la situation est réjouissante, parce que de toute façon il n'y a pas un rattrapage du passé, hein, des véhicules perdus. Donc la prévision de l'année, hein, encore une fois, de toute façon, elle va être autour des moins 25, peut-être moins 24 dans ces eaux-là, mais enfin c'est considérable. On a plutôt une bonne visibilité sur septembre-octobre. Il y a encore, semble-t-il, hein, mais là encore une fois, c'est vous qui êtes les mieux placés, pas mal d'incertitudes sur la fin de l'année et bien évidemment sur l'année prochaine. Par ailleurs, on est quand même dans des analyses hein, assez largement partagées sur le fait qu'il n'y aura pas de retour au même niveau hein, de marché de 2019 avant plusieurs années, hein, 2023, 2024. Et évidemment, l'autre grand élément, c'est quand même en cette rentrée la détérioration de la situation sanitaire et qui, évidemment, est une des sources de forte inquiétude au cas où ça conduirait de nouveau à véritablement des difficultés, soit au niveau de la production, soit au niveau du marché, hein, de la demande. Donc là, c'est sûr qu'il y a une préoccupation qui est assez forte avec un gouvernement qui, à la fois, donc, insiste beaucoup sur le fait que l'activité économique doit continuer, et en même temps des messages quand même assez anxiogènes et des semaines à venir qui risquent d'être
assez difficile à vivre. Donc voilà à peu près les éléments de marché tels qu'on les voit aujourd'hui, avec comme autre élément la poursuite de la progression assez spectaculaire du développement, enfin des ventes de véhicules 100% électriques et d'hybrides rechargeables. Hein, depuis le début de l'année, donc jusqu'à fin août en France, on a vendu 60 500 véhicules 100% électriques. C'était 26 000 en la même époque en 2019 et 32 000 hybrides rechargeables contre 10 500 l'année d'avant. On est aujourd'hui avec une part de marché des 100% électriques et des hybrides rechargeables à 9,3%, hein, ce qui quand même est un vrai décollage. Dans un contexte de plus de doublement, dans un contexte où le marché il a baissé lui de plus de 30%. C'est clair que les mesures de prime à la conversion et de bonus sont fondamentaux, et donc évidemment pour nous, une des demandes que l'on fait, c'est qu'il y ait la poursuite de ces niveaux de soutien pour l'année prochaine, en 2021, parce qu'il faut qu'on continue à progresser, et d'autre part, qu'on règle le problème des infrastructures de bornes de recharge. Je ne vais pas insister là-dessus, mais qui est aujourd'hui devenu une des très très grandes préoccupations que nous avons pour réussir vraiment la poursuite du décollage. Je rappelle peut-être simplement par rapport à cette trajectoire sur le développement de l'électromobilité que dans le contrat stratégique de filière de 2018, on s'était engagé à atteindre 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en 2022. À juin 2020, on est à mi-chemin, par rapport au 1er janvier 2018, on est à mi-chemin de cette trajectoire. Entre donc le 1er janvier 2018 et juin 2020, on a augmenté de 133% le parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables. On est passé à peu près de 150 000 à 350 000. Il faut qu'on augmente de 188% pour atteindre le million en fin 2022. Donc, à la fois, on est sur une trajectoire qui est plutôt positive et évidemment une énorme accélération depuis le début de l'année, mais on voit que pour réussir, il faut encore accélérer cette trajectoire. Et vous avez vu qu'au niveau de l'Europe, il y a vraiment confirmation de la volonté de sévériser encore fortement la trajectoire d'ici à 2030. On n'a pas encore complètement les objectifs, mais on sait qu'ils vont être fortement révisés. Donc on voit bien qu'on est de toute façon dans un phénomène d'accélération et que cette question des infrastructures de bornes de recharge va être absolument critique parce que sinon on va vraiment avoir des difficultés. Voilà ce que je peux dire peut-être à peu près sur les perspectives de marché. En ce qui concerne les perspectives, disons, des autres mesures du plan de soutien, et là, peut-être Marc, tu pourras passer les slides qui correspondaient à la partie aussi de Pete. Donc, vous savez qu'il y a un certain nombre de mesures de soutien à l'offre. Une de ces mesures, c'est le fonds de modernisation automobile. Je vous rappelle un appel à manifestation d'intérêt pour la fin du mois de juillet. Doté, là c'est marqué de 150 millions, en fait c'était doté de 200 millions d'euros pour la partie automobile et de 100 millions d'euros pour la partie aéronautique. Ils ont un peu groupé ça. Il va y avoir en fait, de ce que j'ai compris sur ce fonds de modernisation, une dotation de 600 millions d'euros sur 3 ans, 2020, 2021, 2022, pour aéronautique et automobile. À fin de juillet, donc il y a eu énormément de dossiers déposés. Au total, aéronautique et automobile, plus de 1300 dossiers déposés, et sur l'automobile, plus de 550. C'est considérable. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a une forte mobilisation, et c'est d'autant plus une bonne chose que cette année, on l'avait dit, il y a une bonne fenêtre de tir de profiter des souplesses qui ont été accordées par la Commission européenne sur l'encadrement des aides d'État pour tout dossier dont la demande d'aide est inférieure ou égale à 800 000 euros, pour des entreprises qui ont été impactées fortement par la crise du Covid, qui ont donc des problèmes de financiers qui est lié à cela, mais je pense qu'à peu près toutes les entreprises de la filière automobile, malheureusement, sont dans cette situation. Et donc, c'est bien qu'il y a eu cette forte mobilisation. Je rappelle que ces dossiers donc, ont tous été basculés
je dirais un peu formellement, tout début septembre, dans ce qu'on appelle la phase d'appel à projet, donc qui est vraiment la phase plus opérationnelle, où tous les dossiers qui avaient été constitués ont été remis dans cette phase-là. Et en principe, mais ça faudra bien le vérifier peut-être auprès de ceux qui nous écoutent et qui avaient déposé un dossier, puisqu'on ne les connaît pas, nous, hein, on n'a pas la liste pour des raisons qu'on comprend bien de confidentialité. En principe, tout porteur de dossier a dû recevoir un message tout début septembre pour indiquer le fait que les dossiers ont été inscrits dans le cadre de l'appel à projet et à chacun de veiller en regardant sur le site de BPI-France à s'assurer que son dossier est au complet ou de compléter sur un certain nombre d'éléments complémentaires qui sont prévus dans l'appel à projet. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que BPI-France et la DGE donc, instruisent les dossiers, je dirais un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure que les dossiers sont complétés, avec systématiquement donc, une sollicitation auprès de la directe, du service économique de la directe sur les dossiers. Et on vous avait dit, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des contacts avec la directe pour s'assurer de leur soutien, qui est un élément critique. Et il y a des annonces qui vont se faire au fil de l'eau d'un certain nombre de dossiers qui vont être aidés progressivement. Donc aujourd'hui, il y a 25 dossiers qui ont été annoncés aéronautique plus automobile lors du Conseil national de l'industrie qui a eu lieu lundi. Vous avez donc sur le slide la carte des dossiers, donc en bleu automobile, en rouge aéronautique. Et donc, moi, le message aujourd'hui, c'est surtout n'attendez pas l'échéance finale du 17 novembre pour compléter vos dossiers. Vous avez tout intérêt à les compléter rapidement pour qu'ils soient pris en compte le plus rapidement possible. Et comme il y a énormément de dossiers déposés, il n'est pas sûr qu'il y aura autant de marge de manœuvre lorsqu'on va être plutôt vers la fin du process que maintenant. Donc voilà, on pourra en reparler et échanger là-dessus. Ils sont très honnêtement un peu débordés au niveau de l'équipe de BPI-France parce qu'ils ont plein d'appels à projets à gérer en même temps. Mais il y a clairement cette volonté d'aller relativement vite pour les dossiers, en tout cas inférieurs à 800 000 € de demande de subvention. Il y a des dossiers par ailleurs qui sont sur des montants beaucoup plus importants, qui vont prendre plus de temps. Et on pourra encore une fois en reparler pour échanger sur le sujet si vous le souhaitez, voir comment on peut vous aider, sachant que les pôles de compétitivité ou ARIA peuvent difficilement vous aider dans l'état actuel des choses, dans la mesure où les pôles et ARIA n'ont pas connaissance non plus des listes de dossiers, mais que si vous, en tant qu'entreprise, vous souhaitez être aidé, n'hésitez pas à prendre contact pour qu'on essaye de bien vous accompagner. Donc voilà, ça c'est le fonds de modernisation. Jean-Luc Brossard tout à l'heure, oui. Pour être interactif, je rappelle donc à tous que vous pouvez poser vos questions via l'outil de discussion en ligne. Et on a une première question intéressante, c'est comment sont calculés les taux d'aide sur ce fonds de modernisation? Je sais que c'est assez complexe. Et surtout, y a-t-il un montant minimum pour soumettre un dossier? Alors, dans le cahier des charges de mon souvenir, oui, il y a un montant minimum. Je crois que c'était 200 000, non, c'est pas ça? Oui, c'est bien ça. C'est ça, voilà. Le taux d'aide, alors, si on est sur des dossiers au-dessus de 800 000 €, on va retomber dans l'encadrement des aides classiques. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la nature des dépenses qui sont éligibles, il y a des taux d'aide qui sont fixés par voilà, l'encadrement communautaire. On pourra y revenir dessus, et notamment Jean-Luc pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure, puisque c'est beaucoup des dossiers finalement de R&D. Lorsqu'on est en dessous du million d'euros en termes de dépenses éligibles et de 800 000 € de demande d'aide, je sais que le taux d'aide formellement peut aller jusqu'à 80%. Mais compte tenu du nombre de dossiers qui ont été déposés et du fait que les demandes dépassent très largement les 200 millions d'euros disponibles, je ne sais pas exactement, mais c'est quand même des taux d'aide qui sont assez significatifs. Mais voilà, c'est le ministère qui décide, et à ce stade, à ma connaissance, il n'y a pas de règles complètement claires qui ont été fixées, mais plutôt des bons taux d'aide. Pas d'autres questions? Je te laisse poursuivre. Il y a une question aussi qui demande est-ce qu'il est trop tard pour déposer un dossier? La réponse est non. Comme tu l'as indiqué, l'appel à projet est ouvert jusqu'au 17 novembre. Voilà.
Donc tout à fait, mais encore une fois, n'attendez pas le 17 novembre. Vous pouvez déposer un dossier maintenant, mais voilà, si vous pouvez le déposer dans les vraiment 10 jours qui viennent, vous aurez beaucoup plus de chances parce que comme il y en a déjà plein de déposés, voilà, c'est vraiment important de se mettre dans la file d'attente le plus rapidement possible. Pour le moment, à ma connaissance, le nombre de dossiers sur les 500 et quelques qui sont considérés comme complets est assez limité. Dans le slide, c'est marqué à peu près 10%, c'est-à-dire une cinquantaine. Donc, rentrez assez vite dans cette catégorie. Si vous avez pu effectivement bien lister les quelques pièces qui vous manquent, faites-le et déclarez que votre dossier est complet. À ce moment-là, il va être instruit. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Donc, sinon, il y a le fonds R&D, ça, Jean-Luc en parlera, donc les fonds de 200 millions d'euros. Il y a, avant d'arriver à ça aussi, le fonds sur des apports en fonds propres, de type fonds avenir automobile. On a tout un travail en cours d'analyse de différentes sous-filières, je dirais, de la filière automobile, comme l'emboutissage, la fonderie, la plasturgie et autres, pour voir comment on peut accompagner avec l'outil qui va se mettre en place d'apport en fonds propres, d'éventuelles consolidations, opérations qui permettraient voilà, de construire, disons, des acteurs mieux capitalisés, qui ont plus de capacité d'investissement, qui peuvent se développer davantage à l'international. Donc, on a un gros travail là-dessus. Et la mise en place voilà, de ce fonds FAA2, qui est en cours de discussion pour permettre aux entreprises éventuellement de s'adresser voilà, via BPI France ou via les pouvoirs publics ou au travers de nous, vous pouvez aussi nous contacter, aller vers voilà, des opérations, enfin des demandes de renforcement des capitaux propres. Ensuite, dans les propositions que vous avez, il y a effectivement donc mis à disposition par la PFA sur des financements de la DGE des accompagnements individuels qui sont proposés aux entreprises. Il y a pas mal de procédures d'aide d'accompagnement individuel. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose d'assez souple en termes de type de prestation qui peut correspondre à votre besoin, soit d'accompagnement, je dirais, très stratégique pour vous aider à bien positionner un peu vers quoi vous pouvez vous diversifier, par exemple, en fonction de l'évolution du marché. Ça peut être aussi des accompagnements plus lourds, de type opérationnel, sur quand même des durées relativement longues, et qui, de ce côté-là, donc, peuvent vous permettre non seulement d'avoir un accompagnement voilà, pour définir les grandes lignes, mais vraiment pour vous aider dans la mise en œuvre. Alors, on a retenu à ce stade un certain nombre de consultants qui sont à votre disposition. Nous, on n'a aucun intérêt à les caser de la prestation de consulting. Je sais qu'il y en a pas mal. Donc, nous, on est très pragmatique. Il y a un certain nombre d'offres, un certain nombre de compétences qui sont proposées. Il y a des profils un peu différents entre les différents consultants qui sont listés. Sachez que vous avez la possibilité de bénéficier de ce type de prestations avec une contribution de l'entreprise qui est très modeste quand même, puisqu'elle est limitée à 200 € par jour par l'entreprise, le reste étant pris en charge par une subvention de l'État. Donc voilà, nous, encore une fois, on ne cherche pas du tout à encombrer par des quantités de propositions, il y en a au niveau des régions également, etc. Mais par contre, sachez que de façon très réactive, on peut, et c'est à vous de choisir un peu le consultant que vous souhaitez et le type de prestation, ce sur quoi vous voulez qu'il travaille. On peut bien sûr vous aider, vous conseiller par rapport aux expériences qu'on peut connaître, des profils des différents consultants. Mais vraiment, c'est à votre disposition si ça vous paraît effectivement utile pour vous. Mais ce n'est pas non plus du tout de notre côté une volonté absolument de prévoir ce genre de choses. Donc, c'est un outil supplémentaire qui est à votre disposition et qui peut parfois vous aider d'ailleurs dans la constitution de dossiers justement de demande d'aide pour des investissements que vous voulez faire dans le cadre du fonds de modernisation par exemple. Voilà, je finirai avec deux choses. Le premier, c'est j'ai pas mal entendu de remonter ces derniers temps sur des problèmes d'assurance crédit, c'est-à-dire le sujet de décote de plus en plus forte du secteur automobile par les assureurs crédits, type COFA, Solaire, etc., et qui pose problème à des entreprises.
moi, ça peut m'intéresser, si certains d'entre vous sont confrontés à ces problèmes-là, ça peut m'intéresser voilà, d'être en contact avec vous, puisque je cherche à faire remonter des cas très concrets et de sensibiliser les pouvoirs publics là-dessus. Le dernier point, c'est donc ce qu'il y a là sur le slide, une autre proposition qui vous est faite, dont on a déjà beaucoup parlé, l'accélérateur automobile, donc la proposition voilà, de vous accompagner, mais cette fois dans une formule qui est vraiment une formule assez intéressante, qui est à la fois un accompagnement individuel et un accompagnement collectif dans le cadre de promotions qui sont extrêmement riches en matière d'échanges entre patrons d'entreprise au sein de la filière, au travers de promotions à la fois de petites entreprises et de moyennes entreprises. On va lancer 2 promotions nouvelles avec un contenu qui est très adapté et très ciblé par rapport à la problématique actuelle du rebond, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup d'entreprises sont confrontées quand même à des vrais problèmes d'incertitude sur vers quoi on va et éventuellement d'être un peu isolé. C'est vrai que c'est l'occasion d'avoir des quantités de sources d'informations, à la fois par vos pairs, mais aussi par la PFA, les entreprises qu'on mobilise, des formations sur toute une série de thématiques clés. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va lancer au mois d'octobre. On a déjà pas mal de candidats d'entreprises qui vont constituer ces 2 promotions. N'hésitez pas, c'est pas parce qu'on est dans une situation un peu de crise où on a d'autres choses à faire, c'est bien évident, mais néanmoins, je pense que ça peut être particulièrement utile pour certains d'entre vous de pouvoir bénéficier de ces approches où on a quand même des retours de la part des entreprises qui participent, qui sont extrêmement positifs. Voilà, moi je propose de m'en arrêter là pour pouvoir avoir un petit échange si vous le souhaitez. Oui, je ne décris pas le détail de la formation. Tous les slides seront disponibles de toute façon sur les sites des pôles et de la PFA. Comme l'a dit Marc, les pôles sont là pour vous orienter dans le cadre de tous ces dispositifs. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse répondre à vos diverses questions et qu'on puisse identifier le meilleur dispositif en fonction de votre projet. Pas d'autres questions pour l'instant. Il y a des questions. Là, je vois l'accélérateur est-il toujours parisien? Oui, là, je vois qu'il y a quelques questions. Oui. Les séances, les séminaires qui sont donnés par des grandes écoles, en l'occurrence, effectivement, sont prévus en région parisienne, mais là, on a prévu d'ailleurs un parcours qui est un peu allégé par rapport à ça. Et puis, en fonction de la situation sanitaire et autres, aussi, on s'adaptera. Mais c'est clair quand même qu'il y a une volonté d'être dans du présentiel, parce qu'il y a une vraie dynamique de promotion qui se développe et qui est vraiment un élément extrêmement précieux des retours qu'on a de ceux qui participent. Mais à ce stade, oui, c'est plutôt parisien. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pas d'autres questions qui nécessitent ton intervention pour l'instant. Je propose de laisser la parole à Emmanuel pour qu'on puisse tenir les idées. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Hop, je suis à côté de... Bon, donc très rapidement, on fait une mise à jour en fait de toutes les actions qui sont mises en œuvre pour accompagner la montée en compétences, offrir des outils de flexibilité pour les entreprises et puis également donc gérer l'arrivée des jeunes dans nos entreprises. Alors par rapport à tout ce qu'on vous avait dit avant l'été, les textes sont sortis. On a également des précisions, comme vous le voyez, sur un certain nombre de dates et de possibilités. Alors, sur l'activité partielle classique, donc les modalités qui étaient en œuvre depuis le 1er juin, donc où il y a une prise en charge par l'État de 85% de l'indemnité versée, donc court jusqu'au 31 octobre. Ça a été reporté d'1 mois. Donc, c'est quelque chose qui est important à noter. En même temps, nous avons demandé les statistiques de la filière au ministère du Travail sur l'activité partielle. Et ce qu'on constate, alors on l'a seulement sur l'industrie automobile stricto sensu, c'est-à-dire constructeurs, équipementiers, carrossiers. Mais ce qu'on constate, c'est que, évidemment, on a beaucoup utilisé l'activité partielle en avril-mai. Quasiment les 3/4 des salariés de la partie industrielle automobile stricto sensu ont été
en activité partielle, au moins en partie. Et en juillet, là, je regarde les chiffres que j'ai sous les yeux, on était à peine à 4600 salariés sur les 200 000, donc 2% qui étaient en activité partielle. Cela dit, si vous devez le prolonger à partir du 1er novembre, là, la prise en charge, le reste à charge pour l'entreprise est plus important. Vous voyez pas le slide concernant le chômage partiel? Il est à l'écran. Il est bien à l'écran, oui. Ouais, moi aussi. Ah, non, c'est celui d'avant. Ouais. Oui. Donc, c'est activité partielle jusqu'au 31 octobre, si vous le voyez bien. Le 1er novembre, on repasse à une prise en charge par l'État à 60% de l'indemnité versée. Donc, c'est un effort plus important qui doit être fait par l'employeur, mais également par le salarié, puisque c'est 60% du brut, son indemnité. Et quoi qu'il en soit, il y a une prise en charge à 70% des frais de formation par le FNE Formation, ce qui est quelque chose d'important. Là où pour nous c'est très important de vous sensibiliser, c'est la fameuse activité partielle de longue durée. Donc il y a eu un décret, le décret est paru le 28 juillet, je crois. La métallurgie a signé d'ailleurs un accord pour toutes les entreprises de la métallurgie dès le 30 juillet. Cet accord a été étendu. Pour autant, on privilégie des accords d'entreprise. Là, ça veut dire que si vous signez cet accord d'entreprise, c'est une prise en charge par l'État à 85% de l'indemnité que vous versez aux salariés, qui correspond toujours à 70% de la rémunération brute. Et les frais de formation sont pris à hauteur de 80% des coûts pédagogiques. Donc, ça veut dire que pour vous, c'est un outil de flexibilité qui est important, qui s'étale sur 3 ans, qui peut s'étaler sur une durée de 3 ans, qui peut concerner donc tous les salariés. Pour autant, la réduction du temps de travail, en fait, la période en activité partielle ne peut excéder 40% du temps de travail sur la période. Mais c'est un outil extrêmement flexible et qui est important d'engager. Alors, il y avait avant, si on ne signait pas d'accord avant le 1er octobre, on perdait un peu de prise en charge par l'État. Finalement, l'État a fait sauter cette contrainte. Même si vous signez l'accord d'ici le mois de décembre ou bien après, vous aurez toujours cette prise en charge, donc à 80%, à 85% de l'indemnité versée aux salariés. Donc c'est quelque chose si vous souhaitez vous appuyer sur l'accord donc de la métallurgie, il y a quand même un certain nombre de conditions à respecter, et en particulier un diagnostic partagé avec les représentants du personnel. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion d'avoir parfois un dialogue économique et social constructif avec les représentants de vos salariés, de façon à affronter ensemble la période. Et moi, je dois dire qu'au niveau de la filière, nos relations quand même avec les organisations syndicales sont extrêmement constructives, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment mûrs et finalement, ils acceptent de partager avec nous le diagnostic et l'ont montré aussi dans le passé leur capacité à construire avec vous ce qu'il convient de faire pour passer au mieux la vague difficile, la période difficile. Donc vraiment, et donc dans l'activité partielle aussi, si je peux compléter, important de renforcer la formation et la montée en compétences, parce que ce qu'on constate quand même dans toutes les études que nous menons, c'est qu'il y a un effort massif à faire en montée en compétences et en transformation des compétences. Et là encore, c'est un outil qui vous permet finalement de mettre en formation vos salariés pendant une certaine période. Et cette formation et leur salaire sont quand même pris en charge très largement par l'État. Donc voilà, ça c'était le premier point sur l'activité partielle. Ensuite, j'enchaîne sur la formation que j'ai déjà abordée, mais là encore, dans le plan de relance, il y a des moyens qui sont très importants, qui ont été donc débloqués pour la formation en France. C'est tout d'abord ce FNE Formation. Il y a déjà 1 milliard d'euros mobilisables pour les salariés en activité partielle. Alors, ce n'est pas exclusivement pour l'automobile, mais pour vous dire que quand même, les moyens sont là. Et justement, il faut les utiliser. Ils ont également abondé le CPF, le compte personnel formation, sur des formations qui leur semblent, qui sont apparues comme des formations vraiment stratégiques, c'est-à-dire le numérique et les transformations stratégiques sur la transition écologique, la souveraineté et la relocalisation des productions. Donc ça veut dire que là encore,
on peut être assez facilement éligible. Et l'abondement Pro A, c'est l'ancienne période de professionnalisation, c'est-à-dire quand vous souhaitez former en alternance vos salariés pour les faire monter en compétences. Et là aussi, c'est géré par les OPCO, mais il y a un abondement important qui a été mis en place sur ce dispositif-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Tout ça pour vous dire qu'on a vraiment un certain nombre de dispositifs et de moyens qui sont mis en place. Nous, de notre côté, je le rappelle, on a créé cette plateforme futurjobauto.fr qui s'adresse plutôt aux individus, mais aussi aux dirigeants de PME, au sein de laquelle vous trouverez tous les podcasts sur les nouveaux métiers, mais également les descriptifs des métiers, le job board qui agrège 2500 job boards. Et aussi, donc, on a renforcé une rubrique qui s'appelle formation, où on a mis en ligne un accès facilité à toutes les formations qui sont accessibles en ligne, que ce soit des formations généralistes ou des formations plus techniques et plus spécifiques. C'est un travail qu'on a fait au sein du COPIL et qui n'est évidemment pas exhaustif, mais qui peut être un outil d'accompagnement pour donner envie aux salariés, mais également aux dirigeants de dire, voilà, vous êtes, voilà les formations que vous pouvez faire, et elles sont financées soit par le FNE Formation, par le compte personnel formation. Et par ailleurs, je vous l'avais dit la dernière fois, donc dans le cadre de l'EDEC, on a aussi mis en œuvre des mesures, des actions d'accompagnement avec des consultants pour justement vous aider également à mettre en adéquation finalement votre organisation avec vos orientations stratégiques, élaborer vos plans de formation, optimiser tous les outils qui sont mis à votre disposition. Donc là également, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'OPCO ou même de nous directement pour que l'on fasse toutes les mises en relation utiles. Et puis le troisième point sur lequel donc on l'avait déjà abordé, mais tout ça est également maintenant dans les textes, c'est donc les aides très importantes sur l'apprentissage, puisque finalement on arrive à un coût quasi zéro pour accueillir un apprenti, et vous savez à quel point c'est important de maintenir ce niveau-là, avec en plus la date qui permet finalement pour vous, même si l'apprenti est rentré en CFA, en centre de formation par l'apprentissage, au mois de septembre, vous pouvez le recruter jusqu'au mois de février. Donc là encore, je sais que dans la conjoncture actuelle, c'est pas évident, mais c'est quand même très important d'être au rendez-vous. Et puis il y a également donc les aides de l'État pour des recrutements de jeunes de moins de 26 ans. Donc jusqu'au 31 janvier 2021, dès lors que vous recrutez un jeune de moins de 26 ans à un niveau de salaire inférieur à 2 SMIC, vous avez donc une aide de 4 000 € qui est versée trimestriellement pendant la première année, c'est-à-dire 1 000 € fois 4 trimestres. Voilà sur les jeunes, donc c'est un axe très important pour tout le monde. Et puis également, je voulais vous la citer parce que pour être sûr que vous l'avez vu, mais sinon je peux la faire passer. Donc l'UMM avait confié à PricewaterhouseCoopers donc une étude sur l'impact de l'emploi. L'impact du Covid sur l'emploi. Donc c'est une étude qui quand même, et c'est sur ce chiffre-là que nous communiquons, anticipe une perte d'emploi de 15% pour l'industrie. Donc pour nous, l'automobile, on parle bien de 60 000 emplois sur les 400 000 qui sont très menacés dans les mois qui viennent, même si on peut parler des mois qui viennent de façon un peu allongée avec l'activité partielle, mais malgré tout, donc c'est quelque chose de massif, de très important, et c'est pour ça aussi qu'il faut surtout inciter les salariés à se former au maximum, soit pour être prêts dans les emplois à venir de vos entreprises, soit pour aller dans d'autres entreprises, mais c'est un enjeu très important. Et dans ce cadre-là, donc nous, vous savez, on avait une étude très exhaustive sur les emplois et métiers et compétences de la filière compte tenu des transformations en cours, et donc on doit faire passer au comité de pilotage de l'EDEC la mise à jour de cette étude où on aura bien les éléments quantitatifs et partagés avec les partenaires sociaux sur les emplois menacés et sur les emplois sur lesquels on a vraiment besoin d'investir massivement en formation pour être sûr que d'une part qu'on ne se prive pas de ces compétences et d'autre part pour éviter de la casse sociale extrêmement douloureuse.
Donc voilà très rapidement les points sur les enjeux emploi-compétences. Merci Emmanuel. Tu as quelques questions, je ne sais pas si tu les vois. Une première question sur les 500 € d'équipement informatique. Qui est le porteur? Oui, c'est versé directement à l'apprenti. C'est l'apprenti. Ouais. Quelle contrepartie en termes de maintien d'emploi dans le cadre de l'APLD? Alors, c'est en train de s'assouplir. Justement, il y a eu quelques craintes là-dessus. Mais donc, dans le cadre de l'APLD, là, il y a un projet de décret qui est en cours. Et les contreparties sont aujourd'hui très limitées parce que le gouvernement a bien compris que si on ne permet pas à l'entreprise donc de pouvoir simultanément mettre leurs salariés en activité partielle sans pour autant s'empêcher de devoir supprimer des emplois, ça ne fonctionnerait pas. Or, il est bien clair pour tout le monde, et ça on s'appuie sur l'expérience de 2008, que l'activité partielle est vraiment le meilleur bouclier anti-licenciement à venir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de licenciement, mais c'est quand même la meilleure façon de ne pas se priver de compétences. Donc pour l'instant, les choses ne sont pas totalement finalisées, mais là, je pense qu'il y a un changement depuis quelques jours de l'administration sur ce point-là. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui prend le contrôle sur les slides. Là, merci de laisser les slides défiler dans le bon ordre. Oui, là, c'est... Ah oui, elle part toute seule. Ça y est. Voilà. C'est moi, voilà. J'ai repris le contrôle. Et il y a une dernière question. Est-ce que tu peux en dire davantage sur l'abondement CPF? Alors, sur l'abondement CPF par l'entreprise, oui, mais là, parce que c'était sur le point, juste avant, la slide d'avant, oui. On demandait éventuellement de solliciter, c'est sur l'activité partielle, non, même pas, si, accord sur la mobilisation du CPF, non, sur l'abondement compte personnel formation, ah oui, pardon, c'est le slide d'après, excusez-moi, oui. Je pensais à l'abondement de l'entreprise. C'est effectivement donc le gouvernement qui met en place non, je ne peux pas vous dire, pardon, qui met 25 millions supplémentaires pour financer ces formations-là. Donc, il faut qu'on regarde, c'est des annonces, ce sera mis en place, je crois, en 2021, et il faut que je regarde très concrètement. Mais ça veut dire qu'il y aura de l'argent sur ces formations-là. Donc, je vous donnerai les éléments dès que je les aurai. Et tu ne les as pas encore, ok. Non, les textes ne sont pas sortis, pardon. Un grand merci Emmanuel pour cette mise à jour, et on voit tous les efforts qui sont faits pour maintenir les compétences et l'emploi, notamment vis-à-vis des jeunes. Je pense que ce que tu disais, c'est la filière automobile et mobilité doit être au rendez-vous malgré la crise. Je vous propose de laisser la parole maintenant à Jean-Luc Brossard, le directeur R&D de la PFA, pour nous présenter la feuille de route R&D qui a été mise à jour dans le cadre du volet R&D du plan de soutien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous évoquer la feuille de route stratégique, technologique en fait, qu'on a annoncée lors du comité d'orientation de la recherche automobile et mobilité, c'est-à-dire le CORAM. Ça a été annoncé le 2 juillet 2020. C'est une feuille de route technologique qui est en ligne déjà avec le contrat stratégie de filière qu'on avait signé en mai 2018, un contrat qui s'appuyait sur une stratégie à 3 ans. Et qui constitue une vision partagée de l'avenir automobile. Donc, en fait, c'est une vision partagée de l'avenir automobile, de son industrie et de ses services sous un angle qui est non compétitif ou pré-compétitif. Donc, elle s'inscrit complètement dans la double révolution qui est bien sûr écologique, une priorité à l'empreinte environnementale et numérique qui va générer des nouveaux services, des nouvelles possibilités de mobilité autour des véhicules communicants et automatisés. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va parler surtout des sujets qui portent sur les véhicules routiers et les équipements et non pas sur les infrastructures parce qu'on suit par ailleurs, et ça c'est bien inscrit dans le cadre du contrat stratégie de filière, toutes les interfaces entre le véhicule et son écosystème et que donc ça fait partie d'autres sujets et qu'on a bien conscience, par exemple, quand on parlera de véhicules électriques, comme l'a dit Marc, de l'importance d'avoir le déploiement en même temps de bornes de recharge pour assurer en fait le droit à la charge pour tous et la polyvalence et l'itinérance que l'on souhaite avec nos véhicules. Donc cette feuille de route technologique annoncée, elle est composée de 5 grandes thématiques. La première en fait, c'est le véhicule électrique et les projets structurants qui l'accompagnent. On peut retrouver dans
cette forte développement, en fait, l'intérêt croissant qui est porté aux motorisations électriques et hybrides, tant en France et en Europe, et Marc a donné les chiffres tout à l'heure, avec des parts de marché, même dans les conditions du Covid, très nettement supérieures à ce qu'on a connu, en tangentant les 9-10%. Et donc, on a besoin de travailler encore l'industrie des moteurs électriques en France, avec des pistes de progrès sur la puissance même, sur l'autonomie, le temps de recharge, les systèmes énergétiques, les procédés, les matériaux. Donc, essayer de faire bien sûr des moteurs avec le moins possible d'aimants. Et tout ça pour gagner en fait vis-à-vis du client final en coût, fiabilité et performance. Donc, il est très important de continuer à travailler, de proposer un certain nombre de projets, tant de projets de très grande ampleur ou des projets de recherche qui seront, par les outils qui seront mis à disposition en fait par l'institution publique, finançables en partie. La deuxième thématique forte de cet axe, c'est l'industrie de l'électronique de puissance. Et donc, avec une collaboration qu'il y a eu avec le service et le CSF automobile et le CSF de l'industrie électronique, un certain nombre de travaux qui ont été faits pour permettre à la France de se positionner sur ce marché qui aujourd'hui est en grande partie américain ou asiatique et dont il y a la possibilité, avec l'arrivée de GAN et de SIC, de se positionner avec une industrie forte en France et en Europe. Donc, il est important de suivre là l'Interpol, tel que l'a défini tout à l'heure Marc, propose des semaines de l'électronique de puissance. Il y en a une au mois de juillet, il y en a une aussi qui a eu lieu pour les académiques cette semaine et dont il y aura un certain nombre de pitches qui sont programmées du 28 au 30 septembre. Le troisième sujet, c'est toujours continuer la recherche et le développement des cellules et des packs de batteries en France. Comme vous le savez, donc le besoin est énorme avec la montée en électromobilité. On a imaginé plus de 300 gigawattheures par an de production de cellules de batterie en Europe nécessaires pour accompagner la production des véhicules. Et donc, il y a besoin d'avoir plusieurs gigafactories et des gigafactories qui sont compétitives. Donc, il y a, comme vous le savez, l'Airbus de la batterie avec un premier projet qui avait été notifié ACC, SAFT et PSA, lequel rejoindra Renault, qui est prévu en France et en Allemagne. Mais il est nécessaire, bien sûr, de continuer et d'encourager la R&D pour augmenter à la fois les capacités de charge, augmenter la densité volumique, augmenter la densité massique. Donc, beaucoup de choses qui sont liées au packaging, au recyclage et autres aussi peuvent être ajoutées. Le deuxième axe prioritaire, c'est, et on l'a vu à l'occasion de l'annonce du plan de relance et de France Relance, en fait, c'est la volonté de développer les véhicules, les équipements et les stations d'hydrogène en cohérence avec un plan national hydrogène qui a été annoncé le 8 septembre dernier. Comme vous le savez, donc un plan qui jusqu'en 2030 prévoit un investissement en France de 7,2 milliards, dont la moitié, presque 3,4 milliards, seront dépensés avant 2023 et 2 milliards inclus dans le plan de relance présenté par M. Bruno Le Maire. Donc, plusieurs axes de travaux. D'abord, déploiement de l'écosystème en France et l'objectif de mobilité. Donc, on avait signé déjà en mai 2019 un ECV. Et pour la mobilité, on s'était engagé avec le déploiement, en particulier pour 2023, de 5000 véhicules utilitaires légers et 200 véhicules lourds. Et à l'horizon 2028, près de 50 000 véhicules utilitaires légers et 800 à 2000 véhicules lourds. Il faut savoir donc que la filière automobile et mobilité a fait un certain nombre d'études et qui a jugé que grâce au potentiel qui avait ce vecteur énergétique et la capacité qu'on avait à baisser les coûts, on serait susceptible de trouver des marchés pour 3 types de marchés prioritaires, les véhicules utilitaires légers, les bus et les camions. Et donc, il est très important en fait de trouver un coût énergétique compétitif. Comme vous avez vu dans le cadre du plan de relance, il est demandé du plan hydrogène national, il est demandé de faire de l'électrolyse un des vecteurs du développement industriel français, de telle façon à avoir de l'hydrogène propre, une production décarbonée qui ne sera compétitive que si elle arrive en fait à la pompe à des coûts inférieurs à 3-4 euros. Et donc, c'est le sujet important. On prépare actuellement ce qu'on appelle un IPCEI, un projet d'importance commun européen sur lequel souhaite s'impliquer de façon significative la France, parce que le gouvernement a annoncé 1,5 milliard dédié à cet appel à projet européen, de telle façon à pouvoir financer
l'amorçage industriel de chaînes de valeur stratégiques pour l'Europe. Et donc, nous travaillons avec les autres pays européens pour faire un grand projet hydrogène européen. Le troisième axe, qui est une question important sur l'hydrogène, là, autant oui. répondre tout de suite, Jean-Luc. Tu parles d'un coût inférieur à 3 € à la pompe. Ah bah aujourd'hui, on est nettement supérieur. Après, il y a différentes méthodes de production de l'hydrogène. On est supérieur à 10 € au kilo. Il faut savoir qu'on n'est pas forcément décarboné aujourd'hui, que dans les études qu'on a réalisées avec le BIP, hein, qui est notre cabinet d'études pour faire déterminer le mix powertrain énergie, on a fait un certain nombre d'analyses et on souhaite avoir de l'hydrogène vert à l'horizon 2030 et que la meilleure estimation qu'on estime de l'hydrogène vert produit par électrolyse en 2030 est autour de 7,2 € au kilo. Donc, il y a encore du travail. Donc, il y a un coefficient 4 à aller chercher sur le coût de production de l'hydrogène, son stockage et sa distribution pour arriver à la pompe à des prix qui soient compétitifs par rapport à d'autres énergies alternatives. Donc, beaucoup de travaux qui sont faits et surtout la nécessité d'un déploiement de grande ampleur de telle façon à faire baisser les coûts. Parce que dans nos industries, c'est quand même la massification qui fait baisser les coûts. Merci Jean-Luc. Je te laisse poursuivre. Le troisième axe prioritaire est sur les matériaux, hein, matériaux innovants et leur assemblage, et prendre en compte bien sûr l'économie circulaire et une analyse globale du cycle de vie. Donc il y a plusieurs axes de travaux. Le premier, c'est bien sûr la réduction de la masse, où là on demandera, la masse est toujours virtueuse, donc diminuer le poids des voitures, qu'elles soient même des voitures électriques, hein, ça fera gagner en autonomie, ça fera gagner en performance. Donc, il est important de continuer à travailler toute la baisse de poids des objets de mobilité. Et donc, dans la mesure où ils peuvent être compétitifs, on embarquera le maximum de sujets allégeant la voiture avec des travaux sur des matériaux composites, sur des multimatériaux, sur des matériaux, des aluminiums nouveaux. Et donc, le tout, bien sûr, devant prendre en compte la complexité maintenant des plateformes multi-énergie et de l'assemblage des multimatériaux. Donc, le deuxième point, c'est qu'on va avoir un mix de matériaux dans nos voitures. Donc, vous trouverez de l'acier, de l'aluminium, du polymère, des composites et ainsi de suite. Et donc, en fonction des prestations recherchées, un assemblage multimatériaux qui sera fondamental. Il sera important de développer pour nous une filière numérique qui permette de modéliser correctement les performances et les prestations de nos conceptions. Et on a encore des caractéristiques de nouveaux matériaux, on a encore des caractéristiques physiques à démontrer de façon numérique. Le développement de l'économie circulaire et les conceptions est un axe fondamental, comme je l'ai dit. Et ce qu'on souhaite, c'est que l'analyse bénéfice environnemental coût soit faite à partir de bénéfices sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire tous les indicateurs importants de respect en fait de l'environnement et qu'on soit dans une démarche non comme on l'est aujourd'hui, ce qu'on appelle du réservoir à l'échappement pour les normes que l'on peut avoir à la fois d'émissions de CO2 ou d'émissions tout court, mais regarder la possibilité d'avoir des analyses du puits à la roue à minima, voire du berceau à la tombe. Le quatrième sujet, c'est que l'ensemble des usages qui seront couverts par la mobilité électrique ne permettront pas de couvrir l'ensemble des usages attendus par nos clients. Donc, il y aura besoin de travailler des véhicules à base de carburants alternatifs. Mais ces carburants alternatifs, pour respecter ce que j'ai dit tout à l'heure, une analyse de cycle de vie global favorable à l'environnement, devront avoir en fait des carburants qui globalement sont net décarbonés. Et donc, on souhaite établir une trajectoire de telle façon à atteindre en fait une décarbonation totale en 2050 nette. Et c'est important. Donc, l'approche systémique est fondamentale. Pour cela, on regarde bien sûr des biocarburants, des bio-GNV, des biogaz et peut-être en fait des carburants établis à partir de l'électricité. L'hydrogène en est déjà un, hein, donc on peut faire à partir de l'électricité renouvelable, électrolyse de l'hydrogène, avec de la capture CO2 apporter et faire du méthane, du CH4 et voire faire des fuels lourds, le tout pouvant être dans les infrastructures existantes et compatibles des motorisations existantes, apporter un certain nombre de sujets. C'est fondamental en particulier pour les mobilités qui n'ont pas
accès en fait aux vecteurs énergétiques classiques que sont ou les véhicules électriques ou les véhicules justement avec un complément hydrogène. Et donc, les véhicules industriels lourds et les véhicules à usage très intensif, en fait, auront besoin de ces caractéristiques et seront tirés, bien sûr, par les autres mobilités que sont l'aéronautique, le naval ou le ferroviaire, qui, eux, détermineront quels seront les carburants de demain, les véhicules, les vecteurs énergétiques qui permettront de respecter cette trajectoire vers le zéro émission net. Dernier point, c'est les véhicules connectés et autonomes. Donc, on a besoin de plus en plus de développer en fait des usages de communication, des usages plus automatiques pour accompagner la sécurité, mais le tout dans un ensemble bien sûr accessible. En ce qui concerne les véhicules autonomes, on regarde bien sûr les niveaux SAE L2, L3 qui sont pour le véhicule particulier les priorités dans les 10 prochaines années. Par contre, on ne s'interdit pas de regarder des systèmes permettant le niveau 4 et de développer une offre compétitive de composants, de capteurs de logiciels qui permet cette autonomie, en particulier pour des navettes ou pour des utilisations plus marchandes. Il faudra proposer des outils de simulation pour la conception, la vérification et la validation des véhicules automatisés, c'est fondamental. Pour les véhicules connectés, on a des opportunités. Le débat aujourd'hui se porte sur la 5G. Mais c'est vrai que la 5G va permettre en fait des communications faciles, véhicules entre véhicules et véhicules vers l'infrastructure ou véhicules vers les piétons, et donc pouvoir avoir des réactions et des alertes très très rapides et amener de la sécurité. Ce qu'il va falloir vérifier quand on positionne toutes ces données et toutes ces capacités d'avoir des informations qui rentrent dans la voiture, c'est développer les briques de cybersécurité qui sont importantes à développer en parallèle de telle façon à ne pas avoir de hacking important comme on peut déjà le voir aujourd'hui dans l'automobile. Et donc, il faut le vérifier ça. Donc, en conclusion, si on prend le dernier slide, le dispositif de soutien à la R&D donc, a été annoncé lui aussi le 26 mai par Emmanuel Macron dernier. On a vu que très rapidement, donc dans le cadre du PIA, on a pu dégager 150 millions d'euros pour 2020. Avec une possibilité d'extension donc pluriannuelle. La demande de la PFA, c'est d'avoir les 150 millions sur les 5 prochaines années, dans le cadre du PIA 4, un plan d'investissement d'avenir. Tous les projets qui ont été étudiés sont faits dans le cadre basé sur les grands enjeux technologiques que je viens de vous décrire. Ils ont été présentés au CORAM et dans un premier temps, en 2020, 27 projets ont été retenus. 12 ont été présentés déjà en premier copil et le solde sera présenté le 15 octobre. On a eu énormément de propositions, on a eu 110 propositions au total. Et donc, on analysera bien sûr aussi les 73 projets qui restent en fait de telle façon à pouvoir les intégrer dans une continuité de ce comité d'orientation de la recherche automobile et des mobilités qu'on veut pluriannuel et qu'on a déjà demandé d'inscrire en fait au projet de loi de finances 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de soutien à la R&D est un projet qui était complémentaire aux appels à projets génériques qui est déjà existant. Le gouvernement a relancé l'ensemble des outils, qui sont déjà des outils performants et sur lesquels on a pu déjà travailler. Donc, en particulier, réouverture du PSPC 9, donc projet structurant pour la compétitivité, pour des projets d'un budget entre 4 et 50 millions d'euros. Accélération du développement des écosystèmes innovants et performants pour la transformation et la mobilité durable, la DEIP, avec des champs de contraintes qui sont moins importants que ce qu'ils étaient dans le passé. Et bien sûr, pour l'ensemble des PME, l'outil le plus approprié pour des dépôts individuels de projets, c'est le Innov, un concours d'innovation qui permet d'avoir, au niveau national, pour des projets de plus de 600 000 euros, 50% d'aide publique. Donc, je n'ai pas regardé les questions. Marc, si tu Merci. peux… Sur les trucs, je rajouterai dans les appels à projets complémentaires un appel à projet qui sera publié demain, qui s'appelle le PSPC Région. Donc, c'est un cofinancement État-Région et qui permet de financer des projets un peu plus petits, entre 1 et 4 millions d'euros. Donc, vous voyez toute la palette des projets, en tout cas des dimensions de projets, peut être couverte dans ce cadre. Oui, donc il y a quelques questions. Il y a une première question. Faut-il impérativement répondre à cette feuille de route pour pouvoir être éligible à ces financements ? Alors, dans le cadre du CORAM, oui, parce que c'est la ligne
ligne directrice, hein, une stratégie de l'industrie automobile. En fait, ça change pas tous les 6 mois. Donc, dans le cadre du CORAM, oui. Dans le cadre des appels à projets PSPC ou ADEIP, c'est des projets qui sont génériques, des appels à projets génériques. Et si vous avez des sujets d'innovation automobile ou d'autres types de transport routier ou de mobilité qui sont éligibles, il n'y a aucun problème. Très bien. Et puis, on a une question plus sur le véhicule autonome et connecté. Le véhicule autonome et connecté va permettre d'offrir de nouveaux services comme la surveillance, la supervision, le remote driving. Comment est-ce que la PFA se situe vis-à-vis de ces services? Ben, on a deux programmes, comme vous le savez, au niveau de la direction de la R&D, qui sont le programme véhicule connecté et le programme véhicule autonome. On développe et on expérimente l'ensemble des technologies de telle façon à pouvoir répondre à ces nouveaux services. On a des programmes d'expérimentation comme 5G, Open Road et des choses comme ça qui sont prévues. Et donc, ça fait partie des expérimentations très grande échelle que l'on souhaite développer, et l'accompagnement des réglementations, parce qu'un des problèmes sur toutes ces nouvelles technologies, c'est la réglementation associée, qui est assez complexe et qu'il faut d'abord savoir comment on homologue, comment on certifie, c'est quoi un permis de véhicule autonome, qui est responsable, un certain nombre de sujets lourds. Et donc, c'est une des raisons, il faut savoir que le véhicule autonome et connecté est un véhicule qui, en termes de coût de revient, devient très très cher à partir du moment où on va au-delà des systèmes L2, L3, hein, déjà qui sont près de 8 000 € complémentaires à la voiture. Et donc, il faut trouver le business model pour justifier l'ensemble de ces développements. Très bien, bah écoutez, il est 15h01, le moment de nous quitter. C'était très dense, mais on a souhaité vous donner un maximum d'informations sur les 3 volets, le volet donc R&D, le volet emploi compétences et le volet compétitivité, puis vous donner une bonne vision quand même de l'état des lieux et des perspectives de la filière. Un grand merci à nos 3 intervenants de la PFA, Marc Mortureux, Emmanuel Pérez et Jean-Luc Brossard. Et puis pour toute question sur tous ces dispositifs, je sais que c'est complexe, mais les pôles de compétitivité, CARA, ID4CAR, Moveo et Pôle Véhicule du Futur sont vraiment là pour vous aider à y voir clair dans ces dispositifs, dans cette complexité, et vous aider à identifier les meilleures aides, les meilleurs soutiens pour vos projets. Un grand merci à tous. Vous retrouverez ce webinaire en ligne sur les sites des pôles si vous souhaitez voir le replay. Et à très bientôt pour qu'on puisse quand même continuer à suivre ensemble l'évolution de notre filière et des soutiens, des plans de soutien nationaux et régionaux liés à cette filière stratégique pour le pays. Merci à tous.